Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du 121e congrès des notaires avec son président, Jean Gastet. On évoquera ensuite les inventions de salariés sous l'angle du droit du travail avec Claire Tegerman, associée chez De Gaulle Florence. Et enfin, on parlera de la chambre d'arbitrage de la grande distribution avec son président, Hervé Delannoy. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du 121e congrès des notaires avec mon invité Jean Gastet, président du 121e congrès des notaires. Jean Gastet, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Le prochain congrès des notaires se déroulera à Montpellier les 24 et 26 septembre prochains. Il aura pour thème la famille. Pourquoi avoir choisi ce thème de la famille ? En fait, quand le président du Congrès des notaires de France est choisi, il doit présenter un thème. Et je me suis souvenu de ce que mes pères avaient travaillé. En 1999, ils avaient travaillé un thème qui était « Demain la famille ». Et 25 ans après, je me suis dit, il est peut-être temps de se poser pour réfléchir aux nouveaux liens familiaux. Et du coup, j'ai proposé à mes équipes de travailler sur un sujet un peu particulier, qui sont les tribus familiales. Puisque aujourd'hui, on a plusieurs vies dans une vie, on n'a pas toujours les mêmes liens de famille. Et donc, il fallait réfléchir à cette évolution nécessaire du droit et en retrouver une cohérence juridique pour que les familles soient des familles apaisées. Alors, vous l'avez dit, donc ce congrès est centré sur les tribus, les familles. Quel rôle le notaire a dans l'accompagnement des couples, quelles que soient les formes des couples, puisque, on va dire, la vie familiale est différente actuellement. En fait, c'est le mot accompagner qui est intéressant parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses puisque chaque couple a sa façon de vivre, chaque individu est unique et c'est extrêmement intéressant de les regarder dans leur façon de vivre et de les connaître. Et ça, c'est effectivement une nouveauté pour nous. On ne donne pas les mêmes conseils à un jeune couple qui s'installe qu'à un couple qui est en famille recomposée. Et donc nous, on va les accompagner au fur et à mesure du temps de leur existence, de leur vie de couple, en les connaissant dans les moments forts, c'est-à-dire les achats immobiliers, achats d'entreprise, dans les moments un peu plus compliqués, la succession, le divorce, et on apprend à les connaître. Et on apprend à connaître les personnes, leur patrimoine, et comme ça, on peut voir leur façon de vivre. Et pour nous, de pouvoir dire au couple, on va orienter la transmission de telle et telle façon au profit de vos enfants, qu'on connaît également par rapport à leurs besoins. Et ça, notre rôle est extraordinaire. C'est là où on comprend tout le sens du mot famille. Alors, il y a un autre rôle du notaire qui est peut-être moins connu en matière de filiation. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle spécifique du notaire dans le processus d'assistance médicale à la procréation depuis 2021 ? Alors effectivement, depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, le notaire a un rôle en matière d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Ça veut dire qu'on reçoit des gamètes d'une autre personne. On a deux actes importants qui sont faits. Le premier acte, c'est un acte de consentement à la procréation médicale assistée qui va être effectué au profit du couple hétérosexuel, de femmes ou même aujourd'hui d'une femme seule. Et notre rôle à ce moment-là, ça va être de leur donner un certain nombre d'informations puisque c'est un acte grave. Première information, c'est de leur rappeler que l'enfant qui naîtra de cette AMP, à ses 18 ans, sur sa demande, va pouvoir avoir accès aux données identifiantes du tiers donneur. Pour diverses raisons, le législateur est revenu sur une règle qui autrefois existait. On ne connaît pas l'identité du donneur. Donc ça, c'est une chose nouvelle. Et puis, deuxième chose qui est très importante, c'est qu'une fois que la filiation d'intention est connue, on ne peut pas la contester. Là aussi, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire de recherche ADN pour contester, évidemment, qu'on n'a pas de lien biologique avec l'enfant. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le premier acte qu'on a à faire. Et le deuxième acte qu'on a à faire, c'est un acte de reconnaissance anticipée de filiation. Puisque ça, c'est pour les couples de femmes qui vont avoir un enfant. Et cet enfant qui va naître aura une filiation reconnue au profit des deux mères
celles qui accouchent, bien entendu, mais également celles qui n'accouchent pas. Et ça, c'est dès le début, on est dans le processus initial. Alors, on va envisager un autre cas où le notaire aussi a un rôle important en cas de décès d'un conjoint. Quelles sont les options disponibles pour protéger son conjoint en cas de décès sans mettre à l'écart, bien évidemment, les enfants? Alors, les choses ont beaucoup changé, puisque avant la loi de 2001, le conjoint était extérieur à la succession. Depuis 2001, on lui donne des droits dans la succession et il va disposer d'une chose extrêmement importante, c'est la possibilité de rester pendant 1 an dans le logement, d'une part, et aussi sa vie durant, toujours dans ce logement et pour les meubles qui se trouvent dedans. Ça, c'est la première chose, on veut vraiment préserver le lieu de C'est une vie protection. complète, et c'est la loi. Et puis la loi, elle distingue en fait si on est avec des enfants communs ou si on est avec des enfants non communs. Si ce sont des enfants communs, outre ce droit au logement, le conjoint va avoir le droit d'usufruit, le droit de jouir du patrimoine, de bénéficier des revenus de celui-ci, sur tout le patrimoine, alors que si ce sont des enfants non communs, il n'aura qu'un quart du patrimoine. Alors c'est un peu étonnant parce que ça provoque un petit peu des choses plus ou moins difficiles, et nous, on doit véritablement faire attention puisque cette nouvelle place du conjoint change nos relations qu'on a pour permettre une transmission équilibrée entre le conjoint d'une part et les enfants communs ou non communs pour que tout se passe le plus paisiblement possible. Alors, comment justement vous gérez ces relations qui ne sont pas évidentes au moment d'un décès d'un conjoint? Alors, on essaie toujours de calmer le jeu, je dirais, et puis surtout d'attribuer des droits à l'un et à l'autre. Il faut toujours trouver cet équilibre qui peut exister parce que si on donne trop au conjoint, ça va moins aux enfants, ce qui peut être bien parce que parfois ça permet de lui donner ce qu'il lui faut pour vivre. Et puis voilà, du coup on essaie de trouver l'équilibre, notamment par la bonne rédaction aujourd'hui des testaments. Alors, au cours de cet entretien, vous avez évoqué différentes formes de famille. Comment le droit s'est adapté à ces nouvelles formes de famille? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a eu 2 grandes périodes. La première période, on sait le point d'orgue, c'est 1968. On remet tout en question, un nouveau monde disparaît, un nouveau monde renaît. Et donc, on a vu les premières lois apparaître qu'on appelle les lois Carbonnier, du nom de l'universitaire qui a travaillé sur ces textes, Jean Carbonnier. Et ces textes étaient fondamentalement basés sur un principe simple, l'égalité. Égalité entre les époux et égalité entre les enfants. Première période. Deuxième période, c'est les années 2000, où on a vu avec la loi sur le pacte civil de solidarité de 99 une nouvelle forme d'union. Puis après, on a eu les lois de 2001, la place du conjoint, et 2006 sur les libéralités, où on ouvrait un peu plus, on s'adaptait un peu plus aux choses. Et ça a continué avec, là encore, la loi de 2013, qu'on connaît tous, la loi dit mariage pour tous, qui a quand même énormément changé la façon de voir. Et là encore, loi bioéthique 2021, qui ouvre la procréation médicale assistée aux femmes et notamment à la femme non mariée. Donc on voit que le droit a énormément évolué et que pour l'instant, on a peut-être justement besoin de revenir et de reclarifier un peu tout ça. Et nous, nos conseils sont là pour accompagner ces nouvelles tribus. Et pour conclure sur le congrès, les notaires sont là pour ça, se sont appropriés ces changements et un rôle, on l'a vu, considérable dans l'accompagnement des familles. Et ce rôle, évidemment, il va se poursuivre et vous allez en discuter pendant ce congrès. On va en discuter pendant ce congrès. Pendant les 3 jours de congrès, on réfléchit à des propositions d'évolution législative qu'on soumet au vote de l'ensemble des notaires qui réfléchissent avec nous et qui font part de leurs observations, puisque dans nos études, on a une chose extraordinaire, c'est la force de nos clients, des citoyens, qui viennent nous poser des questions auxquelles même les plus sachants n'avaient pas pensé, parce que c'est leur cœur de vie qui est important. Donc rendez-vous les 24 et 26 septembre prochains à Montpellier pour parler de famille avec les notaires. Merci Jean Gasté, je rappelle que vous êtes président du 121e Congrès des notaires. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler invention des salariés et droit du travail.
On continue l'émission Lex Inside, on va parler des inventions des salariés sous l'angle du droit du travail avec mon invité Claire Tergeman, associée chez De Gaulle Florence. Claire, bonjour. Bonjour Arnaud. On va aborder ensemble la question des inventions des salariés sous l'angle du droit du travail. Pour commencer, comment les ressources humaines peuvent-elles anticiper la question de la rémunération supplémentaire pour les inventions de salariés, ceci dès l'embauche? Merci pour votre question Arnaud. Si vous permettez, je souhaiterais aborder en fait votre première question sous l'angle d'abord en se posant la question de savoir pourquoi finalement les ressources humaines devraient s'emparer de ce sujet et anticiper finalement la question de la rémunération des inventions de salariés. Il faut se rappeler qu'il y a un cadre, il y a quand même une loi depuis 1990 qui pose comme principe selon lequel un salarié inventeur finalement a droit à une rémunération supplémentaire par le biais de son entreprise. Et donc, partant de ce constat, eh bien, on se rend compte que les entreprises, les employeurs et les services des ressources humaines, en fait, ont tendance finalement à considérer que il y a une culture d'entreprise qui fait qu'on n'a pas besoin, finalement, on ne s'empare pas vraiment de ce sujet. Et puis l'autre point en pratique, on se rend compte aussi que les ressources humaines ont tendance à se dire, finalement, il a déjà un salaire pour ça, et que par conséquent, pourquoi est-ce qu'on devrait rétribuer de façon supplémentaire ces inventions en faveur des salariés? Eh bien, Alors, finalement, pourquoi cette question se pose? Alors, précisément, parce que finalement, c'est une obligation légale. Que vraiment les ressources humaines devraient s'emparer de ce sujet. Il est important parce que sinon, eh bien, la société se met en risque. Et on va pouvoir le voir sans doute un peu plus tard parce qu'il peut y avoir tout simplement des litiges avec les salariés. Et donc, en fait, finalement, pour répondre à votre question, comment anticiper cette problématique? Eh bien, il faut tout simplement mettre en place un dispositif, un cadre légal et mettre en place un dispositif finalement collectif de rémunération dès l'embauche, voire avant l'embauche précisément pour anticiper ces questions. Alors, une fois qu'on a mis en place ce cadre légal, quel type de dispositifs peuvent être mis en place pour encourager l'innovation et la création chez les salariés? Alors, on peut évidemment trouver plusieurs dispositifs. En général, on peut, par exemple, prévoir une évolution professionnelle, une promotion. On peut encourager aussi les salariés inventeurs à rédiger des écrits, à publier des articles pour leur permettre finalement que leurs inventions soient mieux connues et évidemment dans l'intérêt de l'entreprise. Mais surtout, finalement, ce qu'on voit, le cadre légal, les dispositifs qui sont mis en place, on revient finalement à cette obligation légale qui est de mettre en place une rétribution financière supplémentaire. Et là, ce qu'il est recommandé de faire, c'est évidemment ce cadre légal, c'est de se dire, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une convention collective de branche qui prévoit des conditions finalement de rémunération? Est-ce qu'il y a un accord d'entreprise? Est-ce qu'il faudrait négocier avec les partenaires sociaux? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une charte, peut-être avec une grille finalement de rémunération pour que les salariés soient informés sur les primes potentielles dont ils pourraient bénéficier? Et puis surtout, évidemment, le contrat de travail reste le cadre légal et contractuel le plus pratique finalement pour les entreprises et les salariés. Un autre point, la question des risques pour une entreprise qui n'a pas mis en place un système de rémunération alors même qu'il y a un certain nombre d'inventions au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que risque une entreprise? Évidemment, les entreprises risquent premièrement une réclamation de la part de ses salariés. Alors, ce qui pourrait être embêtant, c'est que lorsqu'un salarié est encore au sein de l'entreprise. Et donc, si on ne lui donne pas satisfaction, eh bien, par ricochet, ça pourrait impacter aussi les autres collègues de travail et donner des idées. Donc, là où finalement, on aurait pu anticiper cette problématique et mettre en place des primes finalement pour les salariés dès qu'ils ont connaissance, dès que l'entreprise a connaissance d'une invention qui est créée par son salarié, eh bien, finalement, on peut se retrouver face à un litige qui se retrouvait finalement devant les tribunaux. Et ça peut être plus problématique parce que finalement, les salariés vont réclamer beaucoup plus puisqu'ils vont avoir un préjudice qui va être beaucoup plus important
que si on avait anticipé au départ justement le paiement de ces primes en avance dans leur contrat de travail. Et ça arrive souvent, ce type de contentieux? Alors oui, on a assez régulièrement. D'ailleurs, très récemment, il y a encore un arrêt de la Cour de cassation, cette fois-ci, qui en fin 2024, qui est arrivé par le biais de la Chambre sociale, qui est assez étonnant. Parce que, vous le savez peut-être, mais en fait, ces problématiques sont normalement de la compétence exclusive en fait, du tribunal judiciaire. Et donc, devant la chambre commerciale lorsqu'on arrive devant la Cour de cassation. Et sauf qu'il y a encore des salariés qui pensent qu'ils peuvent saisir le conseil de prud'homme pour réclamer justement des problématiques et des rémunérations, une rémunération supplémentaire ou des primes sur ce... Et du coup, le conseil de prud'homme se déclare incompétent. Exactement, exactement. Et la Cour de cassation l'a encore rappelé récemment. Mais c'est assez étonnant comme arrêt, puisque c'est tellement rare. Voilà, le dernier datait de 2018. Voilà. D'accord. Donc là, on est en 2024. Voilà. Pouvez-vous revenir sur un peu les points d'attention, de vigilance que les ressources humaines devraient vérifier en cas d'invention de salariés? Alors, les points de vigilance, les réflexes finalement que les ressources humaines devraient avoir, alors il y en a 5 globalement. Évidemment, premier réflexe, c'est de se dire, bon, qui est inventeur? Quel est le statut de cet inventeur? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est stagiaire? Est-ce que c'est un prestataire? Est-ce que c'est un mandataire social? Voilà, il y a différents statuts, différentes personnes qui peuvent venir réclamer et dire j'ai créé une invention. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire est-ce que mon invention, elle est brevetable, pas brevetable, etc. Donc ça aussi, c'est un réflexe que les ressources humaines devraient en tout cas garder en tête lorsqu'il y a une demande, en tout cas, qui se fait de la part d'un salarié. Troisième point de vigilance, à mon sens, c'est de se poser la question de savoir si c'est une invention de mission. C'est-à-dire que le Code de la propriété intellectuelle vous dit ça doit relever soit dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, soit parce que c'est une recherche qui a été, ou une mission qui a été expressément demandée par l'employeur. Mais en tout cas, il faut bien s'assurer que c'est bien dans le cadre de son activité de salarié que cette invention a bien été réalisée. Avant-dernier point de vigilance, vous avez également la question de vous demander est-ce que ce salarié a bien déclaré son invention? Parce que, je vous donne un exemple, là, on peut se retrouver avec un salarié qui est parti il y a plusieurs années et l'employeur a quand même l'obligation d'aller rechercher ce salarié, de retrouver son contact pour pouvoir le rémunérer. Donc le fait finalement de s'assurer qu'il a bien déclaré, ça permet de savoir, de s'assurer que finalement c'est une invention qui appartient bien à l'entreprise. Et enfin, dernier point, et finalement ça revient à ce qu'on se disait au départ, c'est vérifier les conditions finalement de la rémunération supplémentaire, c'est de s'assurer que les critères sont bien appliqués, les critères financiers, soit dans le contrat de travail, soit dans la convention collective, soit encore dans un accord d'entreprise. Comment les ressources humaines peuvent utiliser les inventions de salariés comme un outil d'intéressement pour motiver et fidéliser les salariés? À mon sens, vraiment, encore une fois, les ressources humaines devraient vraiment s'emparer de ce sujet et l'un des objectifs, c'est peut-être déjà de commencer à sensibiliser les salariés finalement au sein de leur entreprise parce que finalement en les rétribuant de façon supplémentaire, ça permet aussi de donner envie aux salariés d'innover, de créer davantage et finalement de les fidéliser. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergeman. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet de Gaulle Fleurance. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la chambre d'arbitrage de la grande distribution. On va parler de la chambre d'arbitrage de la grande distribution avec son président, Hervé Delannoy. Hervé Delannoy, bonjour. Bonjour Arnaud. La chambre d'arbitrage de la grande distribution a été créée en juin 2024. Quels sont les principaux motifs qui ont conduit à la création de la chambre d'arbitrage de la grande distribution? Alors les motifs proviennent de différentes observations que j'ai pu faire au cours de ma carrière dans la distribution. J'ai tout d'abord constaté qu'il y avait beaucoup d'arbitrage quand même dans la distribution, ce qui est normal puisque c'est une activité avec des gros volumes, avec beaucoup de partenaires, beaucoup de réglementation aussi,
Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre de contentieux qui peuvent aller soit devant le juge judiciaire ou commerce, soit devant les arbitres. Alors les arbitrages que j'avais observés, c'était essentiellement des arbitrages. Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'arbitrages ad hoc et aussi des arbitrages institutionnels, mais qu'il n'y avait pas de chambre spécialisée, il n'y avait pas de centre d'arbitrage spécialisé pour la distribution. Or, les questions qui sont soumises aux arbitres ou aux juges dans le cadre de ces dossiers litigieux sont souvent des questions qui sont soumises aux conditions, aux techniques et aux techniques commerciales de la distribution, qu'elles soient marketing, logistique, organisationnelle. Et je pensais que c'était bien qu'il puisse y avoir une chambre spécialisée qui soit composée d'arbitres et de médiateurs d'ailleurs aussi, qui connaissent la distribution, qui connaissent le droit bien entendu, et qui puissent y participer. Donc la chambre a été créée en 2024, comme vous le disiez. C'est une nouveauté dans le monde de l'arbitrage. Pour moi, c'est une nouveauté parce qu'il n'y avait pas de chambre spécialisée en distribution. Pouvez-vous nous parler maintenant de son organisation et de sa composition ? Alors, son organisation est très simple. On veut expertise et efficacité. Donc, elle est autonome, elle est indépendante. Elle est constituée sous forme d'association. Elle est gérée par un conseil d'administration qui regroupe le plus de qualités possibles qui sont nécessaires pour les dossiers de la distribution. Donc, il y a à la fois des personnes issues du monde du droit, de la distribution, de l'arbitrage et de la médiation. Également des personnes issues de la distribution au sens distributeur, et aussi bien la distribution physique que la distribution numérique. La directrice générale adjointe de Cdiscount, Marie-Évin. De l'immobilier aussi, parce que dans la distribution, il y a ce qu'on appelle le schéma dual, où il y a à la fois les magasins, la vente en fait, et l'immobilier. Et donc là, pour l'immobilier, on a aussi voulu avoir quelqu'un, et c'est Laurence Paquet, qui est de la société Nout de chez Auchan, qui gère l'immobilier d'Auchan. Et puis, il y a différentes formes de distribution intégrées en groupement. Et on a aussi des représentants de ces deux formes de distribution. Et côté fournisseurs, eh bien, il y a les fournisseurs qui fournissent la distribution alimentaire, non alimentaire. Et on a aussi un représentant d'un syndicat de fournisseurs qui est à la fois non alimentaire et alimentaire. Voilà un petit peu la composition de la Chambre. Et ensuite, on a un partenariat avec la Chambre d'arbitrage international de Paris, qui est l'une des plus anciennes, si pas la plus ancienne, chambre d'arbitrage parisienne, qui nous apporte le soutien logistique par un contrat de partenariat logistique, administratif pour le suivi des médiations et des arbitrages. En quoi consistent les activités d'arbitrage et de médiation de cette chambre spécialisée ? Alors cette chambre spécialisée propose vraiment de l'arbitrage institutionnel, c'est-à-dire à la différence de l'arbitrage ad hoc où il n'y a pas d'institution à côté, c'est l'arbitre qui règle la totalité de l'arbitrage. Ici, vous avez une chambre qui a un règlement, qui a un service administratif ou secrétariat qui suit et aide à l'arbitrage ou à la médiation, et également des listes d'arbitres et de médiateurs. Et bien entendu, ce sont des personnes qui sont sélectionnées par la Chambre en fonction de leurs compétences, de leur spécialité. Mais ça ne veut pas dire que les parties sont obligées de les choisir. Elles peuvent aussi choisir leur arbitre ou leur médiateur en dehors de ces listes. Voilà un petit peu le fonctionnement. Donc un service d'arbitrage, un service de médiation spécialisé. Et également, on va faire la promotion de l'arbitrage en général pour la distribution, certainement après des activités classiques de colloques. Et peut-être avec des organisations qui existent déjà, passer des partenariats pour faire de la formation, à la fois de nos équipes et aussi des personnes dans la distribution, côté fournisseur comme côté distributeur. Quels sont les litiges et les entreprises qui sont concernées par cette chambre ? Alors le périmètre des litiges et des entreprises, on a voulu que ce soit tout ce qui concerne la distribution au sens le plus large. On entend la distribution, toute organisation à grande échelle de vente au détail, que ce soit B2B, B2C, mais qui est organisé comme tel. Alors ça veut dire, bien entendu, quand on dit grande distribution, c'est un terme générique, qui d'ailleurs à traduire en anglais, sur le règlement en anglais, on s'était posé pas mal de questions. On veut par là entendre tout ce qui est la distribution alimentaire, ce qu'on appelle prédominance alimentaire, c'est les supermarchés, on connaît. C'est aussi la distribution non alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, que ce soit pour l'équipement de la personne, pour l'équipement de la maison, c'est-à-dire tout ce qui est bricolage, culture, textile, et d'autres choses. Ça peut être aussi
donc toutes les formes, je vous l'avais dit, de distribution numérique ou autre. Donc tous les litiges qui vont concerner ces secteurs-là, qu'ils s'interviennent entre eux, avec les fournisseurs ou tout autre motif, peut entrer dans le schéma des litiges qui seront soumis à la Chambre, à la CAGD. Donc le périmètre est assez large. Le périmètre est assez large, il veut simplement que ce soit la distribution. Par exemple, on va exclure en médiation la médiation consommateur, parce que ça dépend généralement beaucoup de la politique commerciale des entreprises. Mais pour la médiation comme pour l'arbitrage, c'est tout ce qui va toucher à ces activités de distribution professionnelle ou à destination des consommateurs. Pourquoi l'arbitrage et la médiation sont-ils adaptés au secteur de la grande distribution, selon vous? Alors je pense que l'arbitrage, comme la médiation, ce sont leurs qualités propres, qui sont valables pour tous les secteurs, qui s'appliquent à la distribution. Dans l'arbitrage, vous avez la rapidité, vous avez le choix du juge, c'est-à-dire vous pouvez avoir un juge qui est un expert, un ou plusieurs juges d'ailleurs, qui sera expert en fonction du dossier auquel le litige est soumis. Et puis, il y a à la fois aussi l'efficacité de l'arbitrage, la sécurité, ce sont des décisions, efficacité parce qu'elles s'appliquent comme toute décision. Et puis nous, on veut aussi maintenir... alors, il y a la confidentialité qui est importante, parce que parfois, il y a des litiges qu'on n'aime pas voir portés sur la place publique. Bien et sûr. on veut les tenir quand même, et on veut les régler. Donc, c'est une façon de le faire en toute discrétion. Et puis après, pour le coût, on veut aussi être une chambre à coût raisonnable. Ça, on a un tarif aussi bien pour la médiation que pour l'arbitrage qui est raisonnable. Par rapport aux procédures judiciaires classiques, quel est l'avantage de cette chambre d'arbitrage de la grande distribution? Vous savez que le secteur de la distribution est un secteur surréglementé. Ça n'arrête pas, ce que j'appelle la logorrhée législative, qui fait des textes pas toujours très clairs, pas toujours très compréhensibles, qui sont soumis à différentes juridictions, soit parfois spécialisées, soit non spécialisées, et qui peuvent donner lieu à différentes jurisprudences. On pense que, par exemple, la chambre d'arbitrage de la grande distribution va peut-être offrir un autre lieu pour que des professionnels du droit et de la distribution puissent examiner aussi ces textes et puis en tirer une compréhension ou une interprétation qui va peut-être enrichir le débat sur ces questions nombreuses en matière de droit de la distribution. Également, un autre point pour l'arbitrage, c'est qu'on peut avoir peur d'aller devant le juge parce qu'il y a, non, je parlais tout à l'heure de la confidentialité, mais il peut y avoir également la crainte d'avoir une décision défavorable qui entraîne ensuite toute une sorte de jurisprudence et qui peut être très défavorable. Donc l'arbitrage a cet avantage, c'est que les décisions peuvent devenir complètement inconnues, en fait. Elles ne sont même pas publiées de façon anonymisée, les parties peuvent convenir que ce soit inconnu. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'aller au litige sans crainte de créer un précédent. C'est une sécurité. Pour la médiation, en dehors de ses qualités propres de la médiation, auxquelles je crois beaucoup, la médiation, c'est quand même la solution des parties, à la différence de la solution du juge. Et dans la distribution, vous avez beaucoup de relations qui sont des relations à très longue durée et incontournables. Il y a des fournisseurs et des distributeurs qui doivent travailler ensemble. Ils ne peuvent pas ne pas travailler. Et la médiation permet peut-être, quand il y a un litige, de le régler doucement par la discussion des parties, où elles peuvent vraiment être pleinement discutées entre elles, et créer moins, si vous voulez, de choses délicates pour la suite. On va conclure là-dessus. Merci Hervé Delannoy d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes président de la chambre d'arbitrage de la grande distribution. Merci Arnaud. C'était notre 200e numéro de Lex Inside. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.